Je n'ai jamais eu l'intention de devenir archiviste diocésain. Mais quand ma candidature en études médiévales a été refusée à la Sorbonne et que ma mère m'a suggéré ce poste au diocèse de Tarbes-Lourdes, j'ai accepté. C'était temporaire, me disais-je. Juste le temps de remettre de l'ordre dans mes finances et de repréparer mes dossiers. Jamais je n'aurais imaginé que ce travail d'archiviste m'amènerait à découvrir ce que tout le monde s'efforce de cacher depuis plus d'un siècle et demi. Les premiers mois ont été normaux. Je classais des documents, numérisais des registres paroissiaux, cataloguais des correspondances entre évêques. Mais c'est en janvier 2024 que tout a basculé. Madswanger Hayet m'avait confié une mission particulière, faire le tri dans les archives du XIXe siècle, celles qui concernaient les apparitions de 1858. Il s'agissait de préparer une exposition pour le 166e anniversaire des événements. J'ai commencé par les dossiers les plus évidents, les témoignages de Bernadette, les comptes rendus de la commission d'enquête, les correspondances avec Rome, tout ce qui compose l'histoire officielle que nous connaissons tous, mais au fond d'une armoire fermée à clé, dans un recoin sombre de la cave des archives, j'ai trouvé une caisse en bois marquée d'un simple numéro, 58. À l'intérieur, des documents que personne n'était censé voir. Le premier dossier m'a glacé le sang. Il s'agissait d'un rapport médical daté de juin 1858, signé par le docteur Dosus. Non pas le rapport que nous connaissons, celui qui authentifiait les premières guérisons miraculeuses, mais un autre. Un rapport qu'il n'avait manifestement jamais eu l'intention de rendre public. Il y décrivait une épidémie de lèpre qui s'était déclarée parmi les premiers pèlerins venus s'abreuver à la source. Selon ce document, une quarantaine de personnes avaient développé les symptômes caractéristiques de la maladie dans les semaines suivant leur contact avec l'eau de Lourdes. Des plaques blanchâtres sur la peau, des déformations des extrémités, une perte de sensibilité. Le docteur Dosus décrivait avec une précision clinique l'évolution de cette forme particulière de lèpre qu'il qualifiait de foudroyante. Les malades ne mettaient que quelques mois à passer du premier symptôme à la mort. Plus troublant encore, le médecin notait que cette souche de la maladie présentait des caractéristiques inconnues. Les malades développaient une soif insatiable pour l'eau de la grotte, comme si elle était devenue pour eux une drogue. Ils revenaient, nuit après nuit, buvant des quantités importantes de cette eau qui semblait accélérer leur dégradation physique. Certains témoins rapportèrent les avoir vus lécher les parois humides de la grotte, leur visage déjà défiguré par les lésions. Le docteur Dosus avait alerté les autorités diocésaines dès le mois de juillet, mais au lieu de fermer la grotte, celle-ci avait pris une décision qui me glaça d'épouvante. Elles avaient décidé de dissimuler l'épidémie. Un second dossier contenait les directives données aux prêtres de la région. Il leur était ordonné de diriger discrètement les malades vers un lieu isolé, un ancien lazaret situé dans les montagnes, à une quinzaine de kilomètres de Lourdes. Ce lazaret, construit au XVIe siècle pour isoler les pestiférés, avait été réaménagé à la hâte. Les documents décrivaient un endroit sordide, sans fenêtres, où les malades étaient abandonnés à leur sort. Officiellement, ces personnes avaient quitté la région, ou étaient décédées de mort naturelle. En réalité, elles étaient parquées dans cet enfer, loin des regards, jusqu'à leur agonie. J'ai trouvé les listes, des noms, des âges, des dates d'admission au lazaret. Marguerite Dubois, 32 ans, arrivée le 15 juillet 1858,
Pierre Lacoste, 57 ans, le 23 juillet. Louise Bertin, 19 ans, le 2 août. En tout, 347 noms, 347 personnes qui avaient cru trouver la guérison à Lourdes et qui avaient trouvé la mort dans ce mouroir secret. Mais le plus horrible restait à découvrir. Au fond de la caisse, dans une chemise scellée à la cire rouge, j'ai trouvé le journal du père Peyramalé, le curé de Lourdes. Pas les extraits édifiants qu'on nous cite dans les biographies officielles, mais ses notes personnelles, ses doutes, ses terreurs. Il y décrivait sa première visite au lazaret, en août 1858. Sa prose, d'ordinaire si mesurée, devenait haletante quand il évoquait ce qu'il avait vu. Les malades ne ressemblaient plus à des êtres humains. Leur corps était couvert d'excroissances blanchâtres qui évoquaient des écailles. Leurs yeux étaient devenus laiteux, presque luminescents dans la pénombre. Et surtout, ils émettaient un son constant, un bourdonnement grave qui semblait émaner de leur gorge déformée. Le père Peyramalé notait que ces créatures, car il n'osait plus les appeler des malades, manifestaient une intelligence collective troublante. Elles semblaient communiquer entre elles par des signaux que personne ne comprenait. Elles s'organisaient en groupes, établissaient des hiérarchies, construisaient des sortes de nids avec la paille pourrie et leur propre déjection. Quand un nouvel arrivant était amené au lazaret, elles l'entouraient, le touchaient de leurs doigts déformés, comme si elles l'initiaient à quelque mystère abject. Le curé décrivait une scène qui l'avait particulièrement marqué. En septembre 1858, un groupe de ces créatures avait été trouvé en train de creuser des galeries dans le sol rocheux du lazaret. Quand les gardiens avaient voulu les empêcher de continuer, elles s'étaient montrées agressives pour la première fois. Elles avaient attaqué avec une coordination parfaite, utilisant leurs ongles devenus griffes et leurs dents, qui avaient poussé de façon anarchique. Un gardien avait été tué, littéralement dévoré vivant. Les autres créatures s'étaient ensuite nourries de sa chair, sous les yeux horrifiés du père Peyramalé. Mais le plus troublant était la façon dont elles avaient procédé, avec méthode, presque rituellement, comme si ce cannibalisme répondait à un besoin plus profond qu'une simple faim. Après cet incident, les autorités diocésaines avaient pris la décision de liquider le problème. Un troisième dossier contenait les ordres donnés à une compagnie de soldats en permission. L'opération devait avoir lieu de nuit, sans témoins. Les créatures devaient être éliminées, leur corps brûlé et toute trace de leur existence effacée. Mais l'opération avait mal tourné. Le rapport du capitaine Mercier, daté du 23 septembre 1858, faisait état d'une résistance inattendue. Les créatures s'étaient réfugiées dans les galeries qu'elles avaient creusées. Quand les soldats avaient tenté de les déloger en utilisant de la poudre pour faire s'effondrer les tunnels, ils avaient découvert que le réseau souterrain était beaucoup plus étendu qu'ils ne l'avaient cru. Les galeries s'enfonçaient profondément dans la montagne, formant un véritable labyrinthe. Et dans ce labyrinthe, les créatures avaient établi quelque chose que le capitaine n'osait décrire précisément. Il parlait de construction, de symboles gravés, d'une odeur pestilentielle qui n'était pas entièrement naturelle. Quand les soldats s'étaient aventurés dans ces tunnels, plusieurs d'entre eux avaient disparu. Les survivants racontaient des histoires incohérentes. Ils parlaient de voix qui les appelaient dans l'obscurité, de mains qui les touchaient sans qu'ils puissent voir leur propriétaire, de visions de Bernadette elle-même qui les guidait vers des chambres plus profondes. Certains soldats
était ressorti des galeries dans un état de prostration complète, incapable de parler ou de manger. L'opération avait finalement été abandonnée. Les galeries avaient été murées, mais le capitaine Mercier précisait dans son rapport qu'il n'était pas certain que toutes les créatures aient péri. Certaines avaient peut-être trouvé d'autres issues, d'autres moyens de survivre dans les profondeurs de la montagne. Il recommandait une surveillance permanente de la zone. Mais il ne semble pas que cette recommandation ait été suivie. En poursuivant mes recherches, j'ai découvert que l'affaire n'était pas close. Un 4e dossier contenait des rapports d'incidents survenus dans les décennies suivantes. Des disparitions mystérieuses autour de Lourdes, des corps retrouvés dans un état de décomposition avancée, mais avec des marques étranges, des témoignages de bergers qui avaient vu des formes blanchâtres errer dans les hauteurs. En 1892, un guide de montagne du nom de Jean Cazot avait découvert l'entrée d'une galerie non répertoriée. Il y avait pénétré et avait trouvé ce qu'il décrivait comme une cathédrale souterraine. Les parois étaient couvertes de symboles gravés, apparemment avec des ongles ou des outils rudimentaires. Au centre de cette cavité, il avait découvert une sorte d'autel fait d'ossements humains, assemblés avec une précision troublante. Mais ce qui l'avait le plus marqué, c'était la découverte d'un journal, un carnet écrit dans un français maladroit, apparemment par l'un des premiers malades. Ce témoignage unique décrivait l'évolution de la maladie de l'intérieur. L'auteur expliquait comment les premiers symptômes s'accompagnaient de visions mystiques, de voix qui murmuraient des vérités sur la nature divine de leur transformation. Selon ce récit, les malades n'étaient pas en train de mourir. Ils étaient en train de devenir autre chose, quelque chose de plus pur, de plus proche de Dieu. L'eau de Lourdes n'était pas un poison, mais un catalyseur. Elle révélait la vraie nature spirituelle de ceux qui la buvaient, les libérant de leur enveloppe charnelle, corrompue pour les transformer en serviteurs d'une vérité supérieure. L'auteur du journal décrivait les révélations qu'il avait reçues dans ses visions. Bernadette n'était pas une simple voyante. Elle était l'incarnation d'une entité bien plus ancienne et plus puissante que la Vierge Marie. Cette entité avait choisi Lourdes comme point d'ancrage dans notre monde, utilisant l'innocence de la jeune fille comme véhicule de manifestation. Mais son véritable dessein n'était pas de guérir les malades, c'était de créer une race nouvelle, une humanité régénérée qui pourrait survivre aux transformations à venir. Car selon ses visions, notre monde touchait à sa fin. Une grande purification allait bientôt s'abattre sur l'humanité. Et seuls ceux qui avaient été transformés par l'eau sacrée pourraient survivre. Le journal s'arrêtait brusquement, au milieu d'une phrase. Jean Cazot avait tenté de l'emporter avec lui, mais il avait été attaqué par quelque chose qu'il n'avait pas vu clairement dans l'obscurité de la grotte. Il s'en était sorti avec des lacérations profondes et une fièvre qui avait duré plusieurs semaines. Quand il était retourné sur les lieux avec des renforts, l'entrée de la galerie était introuvable. En 1914, juste avant la Grande Guerre, un incident plus grave encore s'était produit. Plusieurs familles de pèlerins avaient disparu lors d'une excursion nocturne dans les montagnes autour de Lourdes. Les gendarmes avaient retrouvé leurs affaires abandonnées près d'un ancien puits, mais aucune trace des personnes elles-mêmes. Les recherches avaient été interrompues par la mobilisation, mais un gendarme du nom d'Auguste Bonnefoy avait continué son enquête personnelle. Il avait découvert que le puits en question
était en fait l'entrée d'un réseau de cavernes naturelles qui communiquait avec les anciennes galeries du Lazaret. En s'y aventurant seul, il avait fait des découvertes qui l'avaient marqué à vie. Dans son rapport non officiel, Bonnefoy décrivait une véritable cité souterraine. Les galeries naturelles avaient été élargies et aménagées par des mains humaines, ou ce qui avait été humain autrefois. Des salles immenses avaient été creusées dans le roc, ornées de fresques d'une beauté saisissante, mais d'une inspiration profondément troublante. Ces peintures représentaient l'histoire secrète de Lourdes. On y voyait Bernadette enfant, mais son visage était celui d'une créature aux yeux multiples et aux traits changeants. La Vierge Marie était représentée avec des tentacules à la place des bras, entourée d'anges qui ressemblaient plutôt à des insectes géants. La grotte elle-même était figurée comme une gueule béante, dévorant les pèlerins qui venaient s'y abreuver. Mais le plus troublant était la dernière fresque, celle qui occupait le fond de la salle principale. Elle représentait l'avenir, tel que l'avaient conçu les créatures. On y voyait la surface de la terre transformée, peuplée d'êtres hybrides qui n'étaient ni humains ni animaux. Lourdes était devenue une métropole tentaculaire d'où partaient des routes vers toutes les villes du monde. Et sur chacune de ces routes marchaient des processions d'êtres transformés, portant l'eau sacrée vers les populations encore ignorantes de leur destin. Bonnefoy avait aussi trouvé les pèlerins disparus, ou plutôt, ce qu'il en restait. Ils avaient été intégrés à la communauté souterraine, mais leur transformation était plus avancée que celle des premiers malades du XIXe siècle. Leur corps avait perdu toute ressemblance humaine. Ils rampaient sur des membres multiples. Leurs visages s'étaient étirés en museau ou en trompe. Leurs yeux s'étaient multipliés sur leurs crânes déformés. Ces créatures n'étaient pas hostiles. Au contraire, elles semblaient heureuses de voir le gendarme. Elles tentaient de communiquer avec lui par des sons gutturaux et des gestes qui évoquaient une invitation. Bonnefoy avait compris qu'elles voulaient qu'ils restent, qu'ils partagent leur existence souterraine, qu'ils boivent lui aussi de cette eau qui les avait libérés de leur humanité limitée. Il avait refusé et s'était enfui, mais durant les semaines suivantes, il avait ressenti une attraction irrésistible pour les montagnes. Il y retournait chaque nuit, se rapprochant toujours davantage de l'entrée du puits. Dans son dernier rapport, daté du 15 octobre 1914, il écrivait qu'il entendait les voix des créatures qui l'appelaient, qui lui promettaient une existence libérée des souffrances et des limitations de la condition humaine. Il n'y a pas d'autre rapport de Bonnefoy dans les archives. Selon les registres militaires, il a été déclaré déserteur en novembre 1914. Mais j'ai trouvé dans les journaux locaux de l'époque la mention d'un homme qui avait été aperçu rôdant autour de la grotte de Lourdes dans un état de délabrement avancé avant de disparaître définitivement dans les montagnes. L'affaire n'était pas close pour autant. Un 5e dossier couvrait la période de l'entre-deux-guerres et de la Seconde Guerre mondiale. Pendant l'occupation, les autorités allemandes avaient manifesté un intérêt particulier pour Lourdes. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'intéressait pas au sanctuaire lui-même. C'était le réseau souterrain qui les fascinait. Un groupe de scientifiques SS dirigé par un certain Dr. Weiss avait mené des expéditions dans les galeries. Ils cherchaient quelque chose de spécifique, en relation avec leurs recherches sur ce qu'ils appelaient les races supérieures. Les documents allemands que j'ai trouvés étaient en partie illisibles,
Mais il était clair qu'il considérait les créatures souterraines de Lourdes comme un exemple de mutation évolutionnaire réussie. Le docteur Weiss avait établi un laboratoire secret dans les profondeurs des montagnes. Il y menait des expériences sur les créatures, tentant de comprendre le processus de leur transformation. Il espérait reproduire artificiellement l'effet de l'eau de Lourdes pour créer une nouvelle race de soldats surhumains au service du Reich. Mais les expériences avaient mal tourné. Les créatures ne supportaient pas d'être sorties de leur environnement naturel. Elles dépérissaient rapidement, loin de la source, perdant leurs capacités particulières et sombrant dans une forme de folie destructrice. Plusieurs incidents avaient eu lieu dans le laboratoire, avec des morts parmi les chercheurs. Le plus grave s'était produit en décembre 1943. Une créature particulièrement développée, que Weiss appelait dans ses notes le prototype Alphée, avait réussi à s'échapper de sa cage. Elle avait libéré les autres spécimens et ensemble, elles avaient massacré tout le personnel du laboratoire. Les corps retrouvés étaient dans un état indescriptible, non seulement mutilés, mais aussi partiellement dévorés, selon un rituel précis. L'incident avait eu des répercussions inattendues. Les créatures libérées avaient regagné les galeries naturelles, mais elles avaient emmené avec elles des équipements et des documents du laboratoire allemand. Elles semblaient avoir assimilé certaines connaissances techniques, car dans les mois qui avaient suivi, des installations électriques rudimentaires avaient été repérées dans les profondeurs. Plus troublant encore, des témoins avaient rapporté avoir entendu des bruits de machines dans les entrailles de la montagne, des bruits rythmés, comme ceux d'une chaîne de montage ou d'une usine fonctionnant jour et nuit. Certains bergers prétendaient que ces sons s'intensifiaient pendant les grandes affluences de pèlerins, comme si l'activité souterraine était liée au nombre de visiteurs à Lourdes. Après la guerre, les autorités françaises avaient tenté de reprendre le contrôle de la situation, mais leurs efforts s'étaient heurtés aux mêmes difficultés que leurs prédécesseurs. Les galeries s'étaient encore étendues, formant un réseau complexe qui s'étendait sur plusieurs kilomètres sous les Pyrénées, et les créatures avaient évolué. Un rapport de 1946 décrivait des formes nouvelles, observées dans les profondeurs. Les créatures originelles avaient donné naissance à une descendance encore plus éloignée de l'humanité. Ces nouveaux êtres présentaient des caractéristiques qui défiant toute logique biologique, des organes multiples, des membres qui se régénéraient, une résistance exceptionnelle aux blessures et aux maladies. Certains spécimens semblaient même avoir développé des capacités que le rapport qualifiait prudemment de paranormales. Ils pouvaient communiquer à distance, influencer les pensées des observateurs humains et même se déplacer de façon apparemment instantanée d'un point à un autre des galeries. Le rapport suggérait que ces capacités étaient liées à leur exposition prolongée à l'eau de Lourdes, qui aurait des propriétés encore inconnues de la science. Les tentatives de contact diplomatique avaient été entreprises dans les années 50. Un prêtre volontaire, le père Moreau, s'était aventuré seul dans les galeries avec pour mission d'établir un dialogue avec les créatures. Il portait sur lui des objets religieux et une copie de l'Évangile, espérant que leur origine chrétienne permettrait une communication pacifique. Il était ressorti 3 jours plus tard, dans un état de choc profond. Selon son témoignage, les créatures l'avaient accueilli comme un invité d'honneur. Elles l'avaient conduit dans leurs salles les plus secrètes, lui avaient montré leurs œuvres d'art rupestres,
leurs installations techniques, leurs réserves d'eau sacrée. Elle lui avait même révélé leurs projets d'avenir. Car les créatures avaient des projets à long terme qui dépassaient largement les frontières de Lourdes. Elles se considéraient comme les pionnières d'une nouvelle ère, les premiers représentants de ce que l'humanité était destinée à devenir. Leur mission était de préparer la transformation de l'espèce entière, en commençant par les plus réceptifs, les malades, les désespérés, ceux qui venaient chercher un miracle à Lourdes. Le processus était déjà en cours depuis des décennies. L'eau de la source ne guérissait pas réellement les malades. Elle les préparait à leur transformation future. Les miracles, authentifiés par l'Église, n'étaient que la phase préliminaire d'une mutation beaucoup plus profonde. Les personnes guéries portaient en elles les germes de leur évolution future, qu'elles transmettraient à leur descendance. Le père Moreau avait vu l'épreuve de ce processus. Dans les salles souterraines s'entassaient des milliers de dossiers sur les pèlerins qui avaient bu l'eau de Lourdes depuis 1858. Les créatures tenaient des registres méticuleux, notant les noms, les adresses, les descendances. Elles suivaient l'évolution de chaque famille, génération après génération, attendant le moment où les mutations dormantes se révéleraient. Certains signes étaient déjà visibles. Des enfants nés dans les familles de pèlerins présentaient des anomalies génétiques mineures, une résistance inhabituelle aux maladies, des capacités de guérison accélérées, parfois des sens plus développés que la normale. Ces anomalies étaient généralement considérées comme bénignes par les médecins, mais les créatures y voyaient les premiers signes de la transformation à venir. Le plan était d'une envergure terrifiante. D'ici quelques générations, selon les calculs des créatures, une partie significative de la population mondiale porterait les gènes modifiés. Le processus s'accélérerait alors exponentiellement, chaque porteur devenant un vecteur de transformation pour son entourage. L'humanité telle que nous la connaissons disparaîtrait progressivement, remplacée par une espèce nouvelle, adaptée aux défis de l'avenir. Cette nouvelle espèce serait immunisée contre la plupart des maladies, résistante aux pollutions et aux radiations, capable de survivre dans des environnements hostiles. Mais surtout, elle serait spirituellement élevée, en contact direct avec les forces divines qui gouvernent l'univers. Fini les limitations de la chair, les souffrances inutiles, les conflits stériles entre les peuples. L'humanité transformée vivrait dans une harmonie parfaite sous la guidance de l'entité qui s'était manifestée à Bernadette. Le père Moreau avait tenté de dissuader les créatures d'aller au bout de leurs projets. Il leur avait parlé du libre arbitre, de la beauté de la condition humaine, malgré ses imperfections, de l'importance de laisser à chaque individu le choix de son destin. Les créatures l'avaient écouté avec bienveillance, comme des adultes patients avec un enfant naïf. Elle lui avait expliqué que le libre arbitre était une illusion. L'humanité était déjà condamnée par sa propre nature destructrice. Les guerres, les pollutions, les injustices sociales prouvaient que l'espèce humaine était incapable d'évoluer par elle-même. L'intervention divine à Lourdes était un acte de compassion, une chance offerte à l'humanité d'accéder à un état supérieur avant qu'il ne soit trop tard. Le processus ne pouvait plus être arrêté de toute façon. Trop de familles avaient déjà été touchées. Trop de gènes modifiés circulaient dans la population. Même si Lourdes était détruit, même si la source était tarie, la transformation suivrait son cours. Elle pourrait prendre plus de temps, être plus chaotique,
mais elle était désormais inéluctable. Le père Moreau était remonté à la surface avec ses révélations. Son témoignage avait provoqué la panique parmi les autorités religieuses. Un conseil secret avait été organisé, réunissant les plus hauts dignitaires de l'Église et des représentants du gouvernement français. La décision prise avait été draconienne, le secret absolu. Toute information concernant les créatures souterraines et leurs projets devait être classifiée au plus haut niveau. Les pèlerinages à Lourdes continueraient comme si de rien n'était, mais sous une surveillance discrète mais constante. Un groupe d'agents spéciaux serait chargé de surveiller les familles de pèlerins, de repérer les anomalies génétiques, de suivre l'évolution de la situation. En parallèle, des recherches secrètes seraient menées pour tenter de comprendre le phénomène et éventuellement de le contrôler. Des scientifiques, triés sur le volet, étudieraient l'eau de Lourdes, analyseraient les mutations, chercheraient un moyen d'interrompre ou de ralentir le processus de transformation. Mais tout cela devait rester invisible du grand public. Les décennies suivantes avaient vu la mise en place de ce dispositif clandestin. Des laboratoires secrets avaient été établis dans les Pyrénées, camouflés en centres de recherche météorologiques ou géologiques. Des équipes de surveillance avaient été infiltrées parmi le personnel du sanctuaire, les guides touristiques, les hospitaliers. Un fichier informatique ultra sécurisé répertoriait tous les pèlerins et suivait leur descendance sur plusieurs générations. Les résultats de cette surveillance étaient alarmants. Les mutations s'accéléraient effectivement de génération en génération. Ce qui n'était que des anomalies mineures chez les grands-parents devenaient des transformations visibles chez les petits-enfants. Certaines familles présentaient des caractéristiques si inhabituelles qu'elles devaient être orientées vers des établissements médicaux spécialisés pour éviter qu'elles n'attirent l'attention. Le phénomène ne se limitait plus à Lourdes. Des cas similaires étaient signalés dans d'autres lieux de pèlerinage où l'eau était vénérée. Fatima, Medjugorje, quelques sanctuaires mineurs en France et en Europe. Comme si l'influence de l'entité de Lourdes s'étendait progressivement à travers le réseau des sites sacrés catholiques. Des analyses de l'eau de ces différents lieux révélaient la présence d'organismes microscopiques inconnus. Ces organismes semblaient être des formes de vie symbiotiques qui s'adaptaient à leur environnement tout en conservant des caractéristiques communes. Ils étaient probablement responsables des mutations observées chez les pèlerins, agissant comme des vecteurs de transformation génétique. Mais le plus inquiétant était leur capacité d'évolution. Ces organismes apprenaient, s'adaptaient, développaient de nouvelles stratégies pour infecter leurs hôtes et les transformer. Les souches récentes étaient beaucoup plus efficaces que celles des débuts, provoquant des mutations plus rapides et plus profondes. En 1999, un incident majeur avait failli révéler la vérité au grand public. Un journaliste d'investigation, Pierre Marceau, avait commencé à s'intéresser aux disparitions inexpliquées autour de Lourdes. Il avait remarqué que certaines familles de pèlerins semblaient s'évaporer dans la nature après leur visite, laissant derrière elles des traces administratives floues et des témoignages contradictoires. Marceau était un enquêteur tenace. Il avait remonté la piste jusqu'aux archives diocésaines, interrogé d'anciens employés du sanctuaire, enquêté sur les propriétés foncières suspectes dans les montagnes. Il était même entré en contact avec des descendants de témoins du XIXe siècle, recueillant des témoignages troublants,
transmis de génération en génération. Son enquête l'avait mené très près de la vérité. Il avait découvert l'existence du lazaret secret, identifié les entrées des galeries souterraines, établi des liens entre les disparitions et les anomalies génétiques dans certaines familles. Il s'apprêtait à publier un livre révélateur qui aurait pu bouleverser l'image de Lourdes dans le monde entier. Mais Marceau avait disparu à son tour. Sa voiture avait été retrouvée abandonnée près d'un sentier de montagne. Ses affaires intactes, mais aucune trace de sa personne. L'enquête officielle avait conclu à un accident, supposant qu'il était tombé dans une crevasse ou qu'il s'était perdu dans les grottes naturelles de la région. Mais j'ai trouvé dans les archives un rapport interne qui raconte une version différente. Marceau avait été repéré par les équipes de surveillance alors qu'il s'approchait dangereusement de la vérité. Une opération avait été montée pour le neutraliser discrètement. Il avait été capturé et conduit dans les galeries souterraines, où les créatures avaient accepté de se charger de lui. Le rapport précisait que Marceau était encore vivant, mais transformé. Il avait rejoint la communauté souterraine et participait désormais à leur projet. Son expertise journalistique était même mise à contribution pour améliorer leur compréhension du monde extérieur et affiner leur stratégie de discrétion. Cette révélation m'a particulièrement troublé. Elle impliquait que les autorités collaboraient activement avec les créatures, non plus pour les combattre, mais pour les aider à dissimuler leur existence. Le secret n'était plus gardé par peur des conséquences, mais par complicité avec le plan de transformation de l'humanité. En poursuivant ma lecture, j'ai découvert que cette collaboration remontait aux années 80. Après des décennies de surveillance stérile, certains responsables avaient conclu que la transformation était effectivement inéluctable. Plutôt que de la subir de façon chaotique, ils avaient décidé de la guider et de la contrôler. Un accord secret avait été passé avec les créatures, en échange de leur discrétion et de leur coopération pour éviter les incidents spectaculaires. Les autorités s'engageaient à faciliter leur travail. Elles dirigeraient subtilement certains pèlerins vers les zones les plus chargées en organismes transformateurs. Elles étoufferaient les enquêtes gênantes. Elles fourniraient des informations sur l'évolution de la société humaine. Cet accord avait permis d'accélérer considérablement le processus. Les mutations se propageaient maintenant à travers des réseaux organisés, touchant en priorité les familles influentes, les responsables politiques, les leaders d'opinion. L'idée était de transformer d'abord les élites, qui pourraient ensuite guider le reste de l'humanité vers son évolution. Les signes de cette stratégie étaient visibles pour qui savait les chercher. Certains hommes politiques présentaient des caractéristiques physiques inhabituelles, une résistance exceptionnelle aux maladies, une longévité anormale. Leurs décisions politiques semblaient parfois dictées par une logique qui dépassait les enjeux immédiats, comme s'ils préparaient l'humanité à des transformations futures. Dans le monde religieux, l'influence était encore plus marquée. De nombreux hauts dignitaires de l'Église portaient les marques de la transformation. Leurs prédications évoluaient subtilement, mettant l'accent sur l'acceptation du changement, la nécessité d'une évolution spirituelle, l'importance de faire confiance à la providence divine, même quand ses voies semblaient obscures. Le sanctuaire de Lourdes lui-même avait été adapté pour faciliter la diffusion des organismes transformateurs, sous prétexte d'améliorer l'accueil des pèlerins. Des modifications architecturales
avaient été apportés pour optimiser la circulation de l'air et de l'eau contaminée. Des systèmes de diffusion invisibles avaient été installés pour augmenter l'exposition des visiteurs. Les piscines du sanctuaire étaient devenues de véritables incubateurs. L'eau y était renouvelée selon un cycle calculé pour maintenir la concentration optimale d'organismes transformateurs. Les malades qui venaient s'y baigner ressortaient effectivement guéris de leurs symptômes immédiats, mais ils portaient en eux les germes de leur transformation future. Le processus était désormais si avancé qu'une partie significative de la population mondiale était déjà affectée sans le savoir. Les organismes transformateurs se transmettaient de multiples façons, par l'eau bien sûr, mais aussi par l'air, par contact physique, peut-être même par simple proximité avec des porteurs déjà transformés. Les effets restaient encore discrets chez la plupart des gens. Une amélioration générale de la santé, une résistance accrue aux infections, parfois des capacités sensorielles légèrement développées. Mais chez certains individus plus sensibles, les transformations commençaient à devenir visibles. Ils développaient des besoins alimentaires inhabituels, des rythmes de sommeil différents, une attirance irrésistible pour certains lieux ou certaines substances. Ces individus étaient discrètement orientés vers des centres de soins spécialisés, où leur évolution pouvait se poursuivre sans attirer l'attention. Officiellement, ils souffraient de maladies rares ou de troubles psychologiques. En réalité, ils étaient en train de devenir les premiers représentants de la nouvelle humanité. J'ai trouvé la liste de ces centres. Il y en avait une 50aine en France, camouflés en établissements médicaux, en centres de recherche, en communautés thérapeutiques. Ils étaient dirigés par du personnel déjà transformé, capable de comprendre et d'accompagner l'évolution des pensionnaires. Ces centres servaient aussi de laboratoire d'observation. On y étudiait les différentes formes que prenait la transformation. On testait des moyens d'accélérer ou d'orienter le processus. On préparait les protocoles qui seraient utilisés quand la transformation deviendrait générale et ne pourrait plus être dissimulée. Car ce moment approchait rapidement. Selon les calculs des créatures, le point de non-retour serait atteint dans moins de 10 ans. À partir de ce moment-là, la proportion de transformés dans la population serait suffisante pour que le processus devienne auto-entretenu et irréversible. L'humanité basculerait alors ouvertement vers son évolution finale. Les préparatifs de cette transition étaient déjà en cours. Des stocks de nourriture adaptés aux besoins des transformés étaient constitués dans des dépôts secrets. Des équipements techniques compatibles avec leurs capacités nouvelles étaient développés discrètement. Des protocoles de communication étaient établis pour maintenir la cohésion sociale pendant la période de chaos qui accompagnerait inévitablement la révélation de la vérité. Le plus troublant était la liste des objectifs prioritaires pour les premières phases de la transition. Elle comprenait les centres de pouvoir politique, les médias, les institutions religieuses, les centres de recherche scientifiques. Tous ces lieux seraient occupés simultanément par des équipes de transformés pour assurer un contrôle minimal sur la société pendant sa mutation. L'opération était planifiée avec une précision militaire. Chaque transformé avait reçu des instructions spécifiques sur son rôle pendant la transition. Certains devaient maintenir les services essentiels, d'autres assurer la communication avec les populations non transformées, d'autres encore gérer les inévitables résistances et tentatives de contre-attaque. Car une résistance était prévue.
Les créatures n'étaient pas naïves. Elles savaient qu'une partie de l'humanité refuserait la transformation, préférant mourir plutôt que d'abandonner sa nature originelle. Ces résistants seraient traités avec compassion, mais fermeté. On leur offrirait la possibilité de vivre dans des réserves protégées, comme des espèces en voie de disparition, qu'on préserve par respect pour la diversité. Mais leur influence sur l'évolution générale de l'espèce serait nulle. La nouvelle humanité prendrait en charge la gestion de la planète, résoudrait les problèmes écologiques, éliminerait les causes de guerre et de souffrance. L'ancienne humanité pourrait contempler cette réussite depuis ses réserves, avant de s'éteindre naturellement en quelques générations. En lisant ces plans détaillés, j'ai été saisi d'une terreur absolue. Tout ce que j'avais cru savoir sur Lourdes, sur les miracles, sur la spiritualité en général, s'effondrait. À la place, se révélait une manipulation gigantesque, une contamination planétaire, orchestrée par des entités qui n'avaient d'humain que l'apparence. Mais le pire restait à découvrir. Au fond de la caisse, dans le dernier dossier, j'ai trouvé les documents les plus récents, ceux qui concernaient ma propre présence dans les archives diocésaines. Car bien sûr, ma nomination n'avait rien d'un hasard. Ma mère n'avait pas simplement suggéré ce poste. Elle avait été contactée par des agents qui lui avaient expliqué que son fils présentait un profil intéressant pour ce travail. Mes études en histoire médiévale, ma curiosité naturelle, ma tendance à fouiller dans les documents anciens, tout cela avait été soigneusement évalué. Car j'étais moi-même porteur des gènes transformés. Ma grand-mère maternelle était venue en pèlerinage à Lourdes en 1923, enceinte de ma mère. Elle avait bu l'eau de la source et s'était baignée dans les piscines, transmettant les organismes à sa descendance. Ma mère avait grandi en présentant les signes discrets de la transformation. Une santé exceptionnelle, une intuition développée, une attirance mystérieuse pour les lieux sacrés. Et moi, troisième génération, j'étais suffisamment transformé pour comprendre la vérité sans sombrer dans la folie. Ma curiosité maladive pour les archives n'était pas un trait de caractère naturel. C'était une programmation génétique, un besoin irrésistible de découvrir les secrets cachés de mon espèce. Mon arrivée dans les archives avait été orchestrée pour que je trouve exactement ce que je venais de découvrir. La caisse 58 n'avait pas été oubliée par négligence. Elle m'attendait. Chaque document que j'avais lu, chaque révélation qui m'avait horrifié, tout cela faisait partie de mon initiation à la vérité. Car j'étais destiné à devenir l'un des agents de la transition. Ma connaissance de l'histoire, ma capacité à comprendre les enjeux, ma position dans les archives diocésaines, tout cela faisait de moi un élément clé des préparatifs. Mon rôle serait de préparer la révélation officielle, de rédiger les documents qui expliqueraient au monde la nécessité de la transformation. Un rendez-vous avait été fixé. Ce soir même, à minuit, je devais me rendre à l'entrée des galeries souterraines. Là, je rencontrerais enfin mes véritables semblables, ceux qui travaillaient depuis des générations à l'évolution de l'humanité. Je recevrais les instructions finales pour mon rôle dans les événements à venir. Je pouvais encore refuser, bien sûr. Libre arbitre oblige, mais les conséquences de ce refus étaient clairement indiquées. Je rejoindrais la liste des résistants involontaires, ces individus transformés qui niaient leur vraie nature. Ils étaient traités avec bienveillance, mais fermeté, placés dans des centres où ils pouvaient vivre confortablement tout en étant empêchés de nuire au plan général. Où je pouvais accepter ma destinée,
embrasser ma vraie nature, rejoindre la communauté de ceux qui préparaient l'avenir de l'espèce, participer à l'œuvre la plus grandiose de l'histoire humaine, sa propre transcendance. En finissant de lire ces documents, j'ai levé les yeux vers la fenêtre de la salle d'archives. La nuit était tombée sur Lourdes. Dans quelques heures, je devrais faire mon choix. Rester humain et accepter l'obsolescence de mon espèce, ou devenir autre chose et participer à sa renaissance. Mais en réalité, le choix était-il vraiment le mien? En lisant ces révélations, en les comprenant sans sombrer dans l'incrédulité ou la folie, n'avais-je pas déjà prouvé que ma transformation était plus avancée que je ne le pensais? Ma curiosité pour ces documents, mon acceptation progressive de leur contenu, mon absence de véritable répulsion face à ces horreurs, tout cela n'était-il pas le signe que je n'étais déjà plus tout à fait humain? J'ai regardé mes mains. Dans la lumière blafarde du néon, ma peau me semblait avoir une texture légèrement différente, plus lisse, plus résistante. Mes ongles paraissaient plus épais, presque cornés, et cette soif constante que je ressentais depuis quelques semaines n'était pas une simple fatigue. Elle avait une qualité minérale, comme si ma langue cherchait la pierre humide plus que l'eau elle-même. Je me surpris à imaginer l'odeur de la grotte, un mélange de mousse froide et de fer. Mon cœur battait plus lentement, au rythme d'un bourdonnement sourd que j'avais d'abord pris pour un défaut des néons. Je me levai, rangeai méthodiquement chaque dossier, puis verrouillai la salle d'archives. Mes clés tremblaient à peine. Pourtant tout mon corps vibrait d'une attente que je n'avais pas choisie. Dehors, la nuit semblait plus épaisse que d'habitude. Lourdes respirait doucement, et chaque souffle de la ville semblait répondre au mien. Je marchais vers la basilique en évitant les rues éclairées. Les pavés gardaient une tiédeur trompeuse, sous laquelle je sentais la fraîcheur des veines d'eau qui couraient vers la grotte. À mesure que j'approchais, le bourdonnement intérieur se calait sur le murmure réel de la source. Il n'y avait pas un chat, seulement l'eau et mon pas. À l'entrée des galeries de service, une silhouette m'attendait. C'était une femme d'âge indéfinissable, vêtue simplement, un foulard sombre noué sur les cheveux. Ses yeux avaient cette clarté laiteuse que je connaissais déjà par les descriptions anciennes. Elle prononça mon prénom sans hésitation, puis s'inclina avec une politesse presque désuète. Elle dit s'appeler Élisabeth, mais ajouta que ce nom n'était qu'une commodité. Sa voix ne bouscula pas l'air, elle sembla plutôt s'accorder à lui. Nous descendîmes par un escalier étroit, où l'odeur de pierre mouillée se fit plus forte. La lampe qu'elle portait jetait une lueur stable, comme si la flamme refusait de vaciller en ce lieu. Au bas des marches, la galerie s'élargit en un couloir, où l'eau suintait par la roche. Des symboles discrets, presque effacés, striaient la paroi à hauteur d'épaule. Je reconnus des motifs déjà décrits par le capitaine Mercier, puis par le gendarme Bonnefoy, bien que ceux-ci me parussent plus précis et plus maîtrisés. Élisabeth marchait sans hésiter, comme si elle comptait ses pas sur une mémoire ancienne. Nous parvînmes à une salle basse où d'autres êtres nous attendaient. Tous ne présentaient pas les mêmes signes. Certains semblaient presque ordinaires, d'autres avaient de la peau trop lisse, les ongles un peu trop opaques. Leur regard n'était ni menaçant ni suppliant. Ils étaient attentifs. L'un d'eux tenait entre ses mains un carnet relié de cuir, taché de sel et de cire. On me tendit le carnet. Mes doigts reconnurent d'abord le grain, avant que mes yeux n'en reconnaissent l'écriture. C'était la mienne.
légèrement plus sûr, avec ces courbes que je n'adopte que lorsque je me force à bien tracer. Les pages relataient ma venue ici, cette marche, ces odeurs, ces voix murmurées, avec des détails que je n'avais pas encore vécus. Je relevai la tête. Élisabeth acquiesça sans triomphe. Elle expliqua que l'eau plie doucement le temps, comme une tôle, que l'on chauffe patiemment. Les documents circulent, parfois en boucle, pour guider ceux qui doivent comprendre. Le secret n'était pas une muraille, mais un pli savamment entretenu. On m'invite à boire. Ce n'était pas une coupe sacrée, mais une simple gourde de métal émoussée. L'eau avait un goût de pierre et d'amande crue, avec une pointe de froid qui ne venait pas de la température. Elle descendit dans ma gorge avec la douceur d'une corde que l'on déroule. Les visions ne furent pas des images, mais des alignements. Des papiers s'ordonnèrent, des vies s'emboîtèrent, des chants longtemps disjoints trouvèrent leur note commune. Je perçus la ferveur des foules sans marée, l'angoisse des malades sans cri, la patience des montagnards sans palabres. La grotte respirait en moi comme un second poumon. On me montra ensuite les ateliers, des machines sans âge, mues par des courants lents et sûrs, transformèrent des matériaux modestes en outils robustes. Pas de prodige spectaculaire, plutôt une logique d'ajustement infini. Tout était fait pour durer, tout était pensé pour se transmettre. Élisabeth parle des textes que je devrais rédiger. Elle évoqua des préfaces, des gloses, des protocoles lisibles par tous sans nier leur part d'ombre. Le monde ne serait pas conquis par l'effroi, mais apprivoisé par la clarté. Je compris que la vérité n'aurait pas la forme d'une révélation, mais la cadence d'un chapelet d'évidence. Je demandai alors ce qu'il adviendrait de ma mère. La réponse fut immédiate, presque tendre. Elle avait déjà fait son choix, autrefois, lorsqu'elle avait accepté qu'on me propose le poste. Elle savait que l'enfant qu'elle avait porté poursuivrait une phrase commencée bien avant elle. Nous marchâmes plus loin, jusqu'à une cavité qui vibrait comme une gorge chantante. Au centre, une vasque naturelle recueillait l'eau et la renvoyait en filets multiples vers des rigoles. Sur le rebord étaient posés des registres soigneusement tenus, à la manière des anciens curés de campagne, avec des marges droites et des lettres patientes. Les noms s'y inscrivaient sans hiérarchie mondaine. Un homme grand, au geste calme, s'avança. Il se présenta comme l'un des gardiens du passage, non pas chef, mais garant du rythme. Sa peau avait la nuance du calcaire rincé par la pluie. Il posa sa paume sur ma poitrine, et je sentis mon bourdonnement s'accorder au timbre de la salle. Il ne parle pas de libre arbitre, il parle d'accord, non pas capitulation, mais entente entre des forces qui se reconnaissent. Il indiqua une table, des feuilles, de l'encre, et une plume taillée avec une précision d'horloger. Je compris que l'acte attendu n'était pas spectaculaire, qu'il tenait en quelques lignes pour commencer. Je m'assis, et l'écriture vint sans heurts. J'énonçais des faits, j'ouvris des pistes, je laissais des silences, là où il fallait de l'air. Il n'y avait pas d'apologie, seulement une mise en ordre qui ferait son œuvre. Les mots tissaient une passerelle au-dessus d'un gouffre où l'on exigeait de personne qu'ils sautent aveuglément. Quand je relevai la tête, le temps avait pris une texture différente. La fièvre qui m'avait serré la nuque depuis des jours s'était assouplie. Je ne ressentais ni extase, ni dégoût, seulement une justesse tranquille. Élisabeth souriait, comme on sourit à un enfant qui a trouvé la cadence de sa respiration. Ils me reconduisirent vers la lumière,
avec la même simplicité. La ville dormait encore, la basilique gardait sa blancheur de coquille. Je sentis, sous la peau de mes doigts, une fermeté nouvelle, sans douleur, sans menace. Mes ongles reflétaient la clarté pâle d'une aube en devenir. De retour aux archives, je rangeai la caisse marquée de mon nombre préféré, celui qui dit l'origine en le renversant. J'apposai une goutte de cire rouge que je laissais refroidir sans hâte. Puis je glissai, parmi les chemises, un document très court, daté de ce jour, pour celui qui viendrait lire après moi. Il n'y avait là ni promesse, ni menace, seulement une invitation à continuer la phrase. Je pris enfin un verre d'eau ordinaire au robinet de la petite cuisine. Le goût me parut plus simple, et je l'acceptai sans tristesse. La soif ne disparut pas. Elle trouva sa place comme un chant de fond qui n'exige rien. Je compris que vivre consisterait désormais à tenir ce double rythme sans le rompre. Avant de quitter la salle, j'écrivis à ma mère quelques mots sobres. Je la remerciai pour sa patience ancienne et pour sa confiance silencieuse. Je lui dis que je rentrerai plus tard et que tout irait bien, au sens profond où l'on dit d'une pierre qu'elle tient sa place. Je signai sans trembler. Je sortis lorsque le premier oiseau commença à raturer la nuit. La ville s'étira. Les fenêtres prirent une lueur de lait. Je sentis, sous mes pas, la présence paisible des galeries, comme des veines reliées au cœur. Je savais où retourner, et je savais rester. Si vous lisez ces lignes, c'est que vous avez trouvé la même caisse ou une sœur à peine différente. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas en avance, vous êtes à l'endroit précis où la phrase vous attend. Buvez si vous le devez, écrivez si vous le pouvez, marchez si vous en avez la force. La vérité n'est pas une porte, c'est un palier où l'on se reconnaît. Je repliai le dernier feuillet et soufflai sur l'encre qui brillait encore. La journée commença au-dessus de moi, avec ses bruits de balai et de livraison. Je posai ma main sur la pierre froide du mur, et la pierre me répondit par sa patience millénaire. J'étais à ma place, ni plus ni moins, dans le texte qui continue.